Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. 17h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va tout de suite partir à Tel Aviv, rejoindre Frédéric Simon, l'envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Frédéric. On est au 5e jour de tir de missiles iraniens sur Israël. Il y a toujours des alertes aussi régulières et des missiles qui tombent de façon extrêmement fréquente. Oui, écoutez, à un moment, je vous parle, on signale des tirs de missiles vers le sud d'Israël. La nuit dernière, ce matin et en fin d'après-midi, 3 salves de missiles ont été lancées par l'Iran vers le territoire israélien. Des salves nettement moins fournies que dans les tout premiers jours de la confrontation entre Israël et l'Iran. Vous vous en souvenez probablement, plusieurs dizaines de missiles étaient tirés simultanément, ce qui avait comme effet de submerger la défense antiaérienne israélienne, et les missiles qui parvenaient à passer entre les mailles du filet ont été, on le sait, meurtriers. Ils ont coûté la vie à 24 Israéliens. Alors, c'était pas le cas aujourd'hui, puisque des groupes de 8 à 10 projectiles seulement se sont dirigés vers Israël à 3 reprises, donc, depuis la nuit dernière. Ce changement est probablement dû au succès de l'aviation israélienne, qui serait parvenue, c'est en tout cas ce qu'affirme le porte-parole de Tsahal, à détruire la moitié des rampes de lancement de missiles iraniens. C'est donc contraint, probablement, que le régime des mollahs a changé de tactique. Moins de missiles tirés simultanément, mais des salves plus fréquentes, ce qui a pour effet de perturber davantage encore la vie quotidienne des Israéliens, qui doivent se précipiter de plus en plus souvent, 3-4 fois par jour, y compris au beau milieu de la nuit, vers les pièces protégées et vers les abris. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en Israël. Il y a en ce moment même une alerte rouge dans la zone de Dimona après des tirs de missiles iraniens. Gauthier Lebret. Non, mais comme nous le disait Frédéric, il y a un décalage entre les menaces iraniennes et le nombre de missiles qu'ils envoient, parce que les Israéliens ont détruit énormément de rampes de lancement de missiles iraniens. Hier, ils ont juste menacé de faire vivre la pire nuit de son histoire à l'État hébreu. Ça n'a pas été le cas. Le colonel Rafovitz dénonçait hier sur l'antenne la propagande iranienne qui menace énormément. Et voilà, ensuite, il y a peu d'impact, et fort heureusement pour la population israélienne. Alors, il y a toujours cette peur, mais c'est quand même, je pense, à souligner que l'aviation israélienne a fait un travail très approfondi sur les rampes de lancement et les stocks de missiles iraniens, et on voit bien que l'Iran a du mal à mettre ses menaces à exécution. Alors, France, là-dessus, sur ce qui se passe actuellement en Israël, ces répliques iraniennes. Ce qui est intéressant, c'est du point de vue iranien. Je pense que la grande difficulté d'Israël, c'est effectivement de mettre hors d'état de nuire la République islamique, mais en même temps, il faut faire très attention de pas faire des victimes civiles. Pourquoi ? Parce que les Iraniens sont pour Israël. Enfin, c'est connu, on le sait. Le peuple, on a vu les réactions, le peuple, bah oui. Le peuple, évidemment. On a vu les Iraniens dans les stades après le 7 octobre de 2023. Vous vous souvenez ? Enfin, et même ils scandaient Israël. Ouvertement, et puis dans les rues, tous ces gens qui enlèvent les turbans des mollahs, enfin qui les ridiculisent en permanence, ces images qu'on voit. Enfin, donc c'est un peuple qui est pour Israël aujourd'hui. Donc effectivement, les Israéliens dans leur offensive, ils sont obligés de s'en prendre à un certain nombre d'objectifs civils, militaires, mais à côté, forcément il y a des civils. Et à un moment donné, il peut y avoir une action qui se retourne contre Israël à un moment donné. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse juste à cette fameuse bombe américaine qui s'appelle GBU 57, qui est la seule qui est capable de détruire des bunkers à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, environ 80, nous disait le général Clermont tout à l'heure. Pour l'instant, elle n'a pas été utilisée. Ce sont les Américains qui la détiennent. On fait le point avec Michael Dos Santos et puis je vous passe la parole là-dessus, Patrick. C'est la bombe anti-bunker la plus puissante au monde. La GBU 57 permet d'atteindre des sites enfouis jusqu'à 60 mètres de profondeur. Elle contient près de 2,5 tonnes d'explosifs. Une arme XXL, propriété exclusive de l'armée américaine, que les Israéliens aimeraient acquérir. Elle pourrait détruire des sites nucléaires iraniens comme Natanz et Fordo, à condition de s'armer de patience, selon le général Bruno Clermont. Si les Américains rentraient dans l'opération, on va voir comment ça va se passer dans la journée, effectivement, ils l'utiliseraient pour taper le site, un particulier des sites qui s'appelle Fordo, qui est le plus défendu. Il y a des centrifugeuses. Le problème, c'est qu'ils sont peut-être à 500 mètres sous le sol. Donc c'est pas une GBU 57 qu'il faut, c'est 50 GBU 57, c'est pas gagné. Les États-Unis n'ont jamais fourni ou vendu ces bombes à leurs alliés dont le stock serait très limité. Toutefois, leur intervention ne peut pas être exclue. Plusieurs bombardiers B-2, les seuls à pouvoir transporter ces bombes GBU 57, sont déployés à Diego Garcia,
une base aérienne située dans l'océan Indien, en face de l'Iran. Preuve que les États-Unis se préparent à toute éventualité. Mais pour l'instant, les Américains, Patrick Martin-Jeannier, ne sont pas entrés dans le conflit directement. Il y a Donald Trump a dit, voilà, pour l'instant, il n'a pas dit que les Américains entraient dans le conflit. Il veut toujours forcer les Iraniens à revenir à la table des négociations. Il l'a dit, même si les Iraniens ont décidé, in fine, au dernier moment, ce dimanche, de ne pas y aller, il veut toujours les forcer à la négociation. Il prépare également un autre train de sanctions qui pourrait être également très, très dissuasif. Quant à envoyer ces fameuses bombes pénétrantes, qui sont les seules à pouvoir atteindre ces sites nucléaires, oui, comme cela a été dit, il en faudrait plusieurs dizaines. Alors, les sites géographiques, Natanz, c'est différent de Fordo. Fordo, c'est une montagne. Il faudrait exploser la montagne. Donc, il en faudrait sans doute plusieurs dizaines. À Natanz, il y a 15 000 centrifuges. Vous imaginez, toutes les détruire, c'est quasiment impossible. Et aujourd'hui même, on peut dire que le site nucléaire, la préservation, la capacité nucléaire de l'Iran est parfaitement préservée pour l'instant. Donc on voit bien que ce sera très dur. Voilà. Alors il n'y a pas que cela, pourtant. Il peut y avoir la possibilité, certains spécialistes le disent, des militaires, d'empêcher l'accès, d'empêcher de détruire des routes, de détruire d'autres avions, détruire des aéroports, détruire des tunnels, des infrastructures énergétiques. Tout cela est possible et ça peut faire beaucoup de mal à l'Iran. Mais jusqu'à présent, effectivement, je ne crois pas et je n'ai pas entendu Trump dire qu'il allait envoyer ses bombes pénétrantes là-bas. Non, il n'a pas dit ça, mais il a dit que l'Iran ne devait pas avoir la bombe atomique. Et s'il n'y a que cette bombe, la GBU 57, qui est capable avec certitude, et en plus il n'en faut pas qu'une, de mettre un terme au développement de la bombe atomique de l'Iran, il fait quoi le président américain s'il n'y a que cette solution-là? Oui. Alors on voit bien qu'ils ne veulent pas s'impliquer directement, il faudrait qu'ils vendent l'avion et... Oui. Ah oui, c'est la seule solution militaire, parce que... alors je rappelle quand même... Ou alors troupe au sol, mais évidemment il n'y aura aucune troupe étrangère au sol. Oui. Mais je rappelle quand même... Sabotage... Et on le dit peu, que Donald Trump a dénoncé les accords de Vienne. Il y avait un accord sur le nucléaire iranien. Absolument. Où les Iraniens s'engageaient à ne pas développer la bombe atomique. Donald Trump a dénoncé cet accord lors de son premier mandat, et en réaction à cela, l'Iran a dit puisque c'est comme ça, on accélère. Donc il y a quand même une responsabilité lors du premier mandat de Donald Trump, et c'était sans doute pas la bonne idée que de dénoncer l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. C'est la thèse française, je pense que ça mérite quand même un peu... Alors c'est toujours plus nuancé que ça, mais enfin... Il faut nuancer. Non, il faut d'accord, mais enfin, c'était une bonne idée de dénoncer l'accord. Je sais pas, le problème c'est que ceux qui dénonçaient l'accord disaient qu'il n'était pas respecté. Et je vous signale quand même que historiquement, depuis 1979, depuis que les mollahs sont arrivés au pouvoir, ils ne respectent jamais aucun accord. Donc effectivement, c'est pas notre faute comme d'habitude. J'ai vu ça. C'est toujours la faute de l'Occident. Non, c'est aussi que ces gens-là ont signé effectivement des accords, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il est respecté à l'époque? Rien. En plus, il ne voulait pas qu'on aille vérifier. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, ça me paraît évident. Donc, si c'est pas la diplomatie, c'est la GBU 57. Mais pour le moment... Françoise Laborde. La GBU 57, alors je n'ai pas de grandes compétences en matière de fusion nucléaire, mais si on fait exploser ces sites nucléaires, il y a une possibilité de dispersion nucléaire quand même. C'est pas quelque chose de complètement anodin. C'est pas juste on fait sauter des tunnels ou une centrale électrique qui n'est plus opérante, etc. Donc on peut comprendre qu'il y a en effet une certaine réticence et des États-Unis et du reste du monde à se dire avant de bombarder et de faire exploser des installations nucléaires dont on ne sait pas très bien exactement ce qu'il y a dedans d'ailleurs, peut-être qu'il faut y réfléchir à deux fois. Les autres options, alors en effet, que sont-elles? Est-ce qu'on peut avoir du sabotage, des infiltrations? On est quand même une rébellion de la population. Une rébellion de la population. On est quand même bluffé par la capacité qu'ont eu les Israéliens à infiltrer quand même tous les, y compris les rangs les plus importants, y compris chez les frères de la Révolution, etc. Donc ça reste une option. Que la population se soulève, mais enfin la population, elle a reçu tellement de coups, elle est tellement terrorisée. C'est pas la population qui va aller désinstaller les installations nucléaires. Non, mais si on change de régime, on peut imaginer qu'un nouveau régime serait moins intéressé par le nucléaire. On ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Ce qui m'a frappé, c'est que quand on a interviewé des Iraniens en France, ils témoignaient à visage masqué. C'est que même les Iraniens en France ont peur. À l'instant, Donald Trump dit qu'il ne compte pas tuer le guide suprême iranien pour le moment. Pour le moment. Voilà, la nuance, c'est pour le moment, Éric Revel.
Ouais. Donc ils ne vont pas alors craquer. Que Netanyahou a dit qu'il allait s'occuper Netanyahou a dit qu'il allait s'en occuper. Bon. Il a dit que c'était la meilleure façon de mettre fin à la guerre. Donc s'il veut mettre fin à la guerre, c'est s'en occuper. Il voulait déjà lui régler son compte, mais il y a eu le veto de Donald Trump. Mais là, visiblement, pour le moment, Trump est sur cette position. Non, mais moi, je me méfie quand même des changements de régime. Alors évidemment, encore une fois, je soutiens pas le régime du tout des mollahs, mais je rappelle la guerre civile derrière. Non, mais oui, mais je rappelle quand même ce qui s'est passé en Libye. Je rappelle ce qui s'est passé en Irak. D'accord. Non, mais attendez, France. Non, mais c'est pas juste un petit truc où tout d'un coup la démocratie. On parle de la chute du Shah, mais il y avait quand même une police qui s'appelait la SAVAK à l'époque du Shah, qui était pas non plus un modèle de démocratie, si vous voulez. Donc un régime qui tombe dictatorial, sanguinaire, affreux comme celui des mollahs, c'est une chose, mais derrière. Quelle implication ça a pour les pays en Occident en termes d'immigration? Si la guerre s'éternise, les non, il va y avoir des répercussions économiques puissantes quand même. Il faut le dire aux Français. Et notamment sur le prix du pétrole. On en parlera tout à l'heure avec Michel-Édouard Leclerc. On va parler de tout ce qui est économie. Tout ça, moi je comprends très bien. Mais il y a quand même une réalité, c'est que le peuple iranien vomit ce régime. C'est la réalité. On peut pas nier. Après, qu'est-ce qu'il y aura après? Ça, je ne sais pas. Et c'est pas, de toute façon, d'une certaine manière, ce n'est pas notre problème. Si, ça peut être notre problème, France. Ça peut être notre problème rapidement. Mais si c'était pas notre problème avec Kadhafi, c'était exactement. Oui. Alors, pas tous en même temps. C'est une très grande civilisation. Le peuple iranien, c'est un grand peuple très cultivé. Et là, ils ont eu, des abrutis sanguinaires et corrompus qui les ont dirigés pendant. Ils ont envie de changer. Est-ce que ça peut être pire? Je pense pas. Regardez quand même 1000 exécutions par an. Enfin, c'est le pays qui tue le plus de gens, qui pend, ou qui lapide les femmes. Le prince Reza Pahlavi s'adresse à la population iranienne et dit que le régime est en train de s'effondrer. Voilà. On va suivre évidemment ce que dit le prince Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran. On part tout de suite à Tel Aviv rejoindre Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Vous venez d'arriver en Israël. Vous avez pu constater, Régine, à quel point le quotidien des habitants d'Israël est dicté par les alertes à la bombe qui n'arrêtent pas. C'est bien cela, Régine ? Oui, absolument, Laurence, puisque nous étions à peine arrivés à Tel Aviv, qu'il y a eu une alerte donc de missiles. Alors le système a un petit peu changé, puisque on a vu avec donc ces 24 personnes qui sont mortes que la plupart n'avaient pas eu le temps de rejoindre les abris, puisqu'en fait il y avait 3 alertes, à 3 niveaux d'alerte, une à 30 minutes, une autre à 12 et une autre à 1 minute 30. Donc les personnes qui en fait voient 30 minutes se disent qu'elles ont le temps. Donc là on est passé à 12 minutes, ce qui fait que ça laisse un petit peu de temps, mais pas trop non plus. On a vu donc, nous, on a pu se mettre dans l'abri de l'hôtel où il y a en fait beaucoup de voisins qui viennent, puisque tout le monde n'a pas des abris. Le nôtre est extrêmement sécurisé. On voit des gens qui commencent évidemment à perdre patience, qui ont un peu les larmes aux yeux, parce qu'il faut quand même comprendre qu'ils sont à Bounder, ça fait quand même 5 nuits qu'ils ne dorment pas. On entend des choses un petit peu contradictoires. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que apparemment on aurait des missiles qui arriveraient sans avoir d'alerte, ce qui inquiète aussi la population, mais le peuple ici reste déterminé. D'autres problèmes, Laurent, c'est évidemment les magasins qui sont vides. C'est compliqué aussi pour s'alimenter. Tout est fermé ici en Israël, mais évidemment, il est hors de question, comme le disent les Israéliens avec lesquels nous avons pu échanger, Thibault Marcheteau et moi, qu'il faut arrêter cela. Ils ont commencé, le gouvernement israélien a commencé donc à se défendre par rapport à cette menace nucléaire, et il faut aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Régine Delfour, Thibault Marcheteau, qui viennent d'arriver sur place à Tel Aviv. Patrick Martin-Genier, un dernier mot. On est dans une phase où les bombardements sont quotidiens, multi-quotidiens, côté iranien comme côté israélien. Et peut-être que nous sommes en train d'arriver à un tournant dans ce conflit. Il va falloir passer à l'étape supérieure si on veut vraiment affaiblir, voire anéantir le potentiel nucléaire iranien. Oui, je crois qu'on est dans une nouvelle étape très importante, un basculement, parce qu'il y a beaucoup de morts en Israël. Et Israël est quand même un pays aujourd'hui vulnérable, on le voit bien. Le dôme de fer à Tel Aviv ne fonctionne pas nécessairement à cause de cette saturation. Donc il y a véritablement un danger, une trentaine de morts, effectivement, comme cela vient d'être dit. Donc c'est considérable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Iran représente un véritable danger et qu'il est temps d'éliminer, d'éradiquer complètement ce danger. Selon moi, il n'y a pas d'autre solution que la chute du régime des mollahs. C'est la seule
solution. Enfin, ayons une pensée aussi pour le peuple iranien qui est sous les bombes aussi. Voilà, non, on est d'accord. On est d'accord. Je pense qu'il y a plus de morts en Iran aujourd'hui. Il faut faire la distinction entre le peuple iranien perse, qui est un très grand peuple, et le régime de la République islamique. Et qui est un régime terrible, comme cela vient d'être dit, qui tue, qui élimine, qui pend, qui lapide. Et donc c'est ce régime qu'il faut éliminer. Il faut espérer... Terrorisme, parce que c'est ça. C'est du terrorisme. Et il faut espérer en effet que soit le peuple se soulève, soit qu'un coup d'État interne mette un terme à ce régime. Bien sûr. Juste pour répondre à Eric Revel, on ne sait pas combien de civils iraniens sont morts. C'est un drame. Il y a quand même juste une différence d'intention entre Israël qui cible, je suis d'accord. C'est quand même toute la différence. Les installations militaires. Je vais juste terminer ma phrase, Eric. Très bien. Qui cible des infrastructures militaires, des scientifiques, des chefs d'état-major, des infrastructures nucléaires, et l'Iran qui veut faire un maximum de civils israéliens. Mais moi, j'ai toujours un mot pour le peuple ukrainien, pour le peuple gazaoui, pour le peuple iranien. Voilà, j'ai toujours un mot pour eux, parce qu'il faut penser... On l'a dit, voilà. Franchement, Eric... écoutez, alors j'insiste, j'ai perdu la mémoire. La parole. L'intention n'est pas la même. Pardon, alors je voudrais pas paraître trop futile dans ce débat d'une extrême gravité, mais puisque vous évoquez l'appel du fils du Shah, du prince Pahlavi à la Reza Pahlavi au soulèvement de la population iranienne. Je tiens quand même à dire que hier ou avant-hier à Paris, sa fille, Iman Pahlavi, a épousé en grande pompe, si je puis dire, un homme d'affaires juif new-yorkais qui s'appelle Bradley Sherman. Et donc il y a là, comment dire, une sorte de concordance qui fait qu'on voit bien que le rapprochement d'une certaine façon entre le peuple perse et le peuple juif existe. Ah mais attendez, c'est historique. C'est historique, faut jamais oublier Cyrus le Grand. Le grand empereur perse qui a fondé l'empire perse, qui l'a développé, qui a fait des conquêtes. C'était le grand ami des Juifs, parce qu'il y avait des tas de Juifs qui étaient prisonniers. Et il leur a dit, allez, vous pouvez retourner en Israël et reconstruire le temple de Salomon. C'est ça. C'est une amitié ancienne. D'ailleurs, la politique étrangère du père de Reza Pahlavi, c'est-à-dire le Shah d'Iran, c'était une politique étrangère vraiment très bien orientée, en harmonie avec Israël, comme d'ailleurs la politique des Turcs à l'époque.